Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en 1825, au tout début du règne de Charles X, à Bièvre, près de Paris, dans une belle propriété qui s'appelle Les Roches. Et c'est là que une certaine Louise Bertin, va présenter à un public réduit un opéra qui s'inspire d'un roman de Walter Scott et qui s'appelle Guy Mannering. Les spectateurs, observe Fétis, y trouvèrent ce qui y était en effet de l'originalité qui dégénérait quelquefois en bizarrerie, mais surtout un sentiment des situations dramatiques qu'il est surprenant de trouver chez une femme. Eh oui, il faut se remettre dans l'état d'esprit de cette restauration des Bourbons. Les réactions néanmoins assez favorables vont la pousser à poursuivre dans la voie du théâtre lyrique. Les deux ouvrages suivants seront écrits sur des livrets du spécialiste du grand opéra historique, c'est-à-dire Eugène Scribe, Le Loup-garou et Fausto. Le Loup-garou, d'après une fable empruntée à l'univers fantastique, est créé à la salle Favart, s'il vous plaît, dès mars 1827. Quant à Fausto, d'après le Faust de Goethe, bien sûr, c'est une œuvre plus ambitieuse qui a été conçue pour le théâtre italien. Opération risquée quand même, d'autant que le public de l'institution se présente comme un des plus exigeants de l'époque. Quel courage ne faut-il pas pour affronter inconnu un public si difficile, lit-on dans le journal Le Globe, daté du 20 mars 1831. Ce public, formé d'une élite sociale et culturelle, apparaît aux yeux des contemporains comme un véritable peuple dilettante, musiqué, parfumé de bon ton, qui est à peu près à la musique ce que les doctrinaires sont à la politique, pour reprendre la formule du critique Joseph d'Ortigue. Là se retrouvent les passionnés d'opéra italien. Ils sont là pour goûter ce répertoire et ces artistes qu'ils comparent évidemment et qu'ils commentent à l'infini. Là se retrouve la vieille aristocratie qui est favorable au régime restauré et à l'Église et qui ne va qu'aux Italiens, alors que la noblesse des faubourgs Saint-Germain et Saint-Honoré aurait plutôt tendance, elle, à fréquenter les loges de l'opéra. Bref, 1830, Charles X vient à chuter, c'est l'avènement du roi bourgeois Louis-Philippe, bien entendu. L'allocation des loges à l'année représente les 2/3 de la fréquentation du théâtre. Ça fait un petit peu ce qu'on peut trouver au théâtre San Carlo de Naples ou à la Scala de Milan, bien entendu. Et donc, c'est devant ce public qui se revendique comme un auditoire de premier rang que Louise Bertin va présenter son Fausto. Alors, si l'on met de côté la langue italienne, l'opéra s'autorise quelques libertés par rapport à Goethe, comme le fait que Marguerite apparaisse à Faust avant Méphisto. C'est pas ce qui était prévu, ça, dans l'œuvre de Goethe, bien entendu. Grande liberté de forme, qui va caractériser le travail de Louise Bertin d'ailleurs, et qui contribue à l'originalité de l'ouvrage. Singulière idée pour une imagination féminine, décidément on y reste, d'avoir été s'attaquer à Faust, d'avoir osé aborder les évocations infernales, les chants kabbalistiques, les sombres mystères du sabbat et autres gentillesses, peut-on lire dans le journal L'Indépendant. Et la conclusion du compte-rendu de Fétis va donner à Louise l'énergie d'entreprendre une œuvre d'envergure. Néanmoins, Faust, écrit-il, malgré ses défauts, est une composition remarquable et qui donne des espérances pour l'avenir de Mademoiselle Bertin. Ce que la nature lui a donné, elle ne peut le perdre et elle acquerra ce que donne l'expérience et la pratique de l'art. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai dit qu'elle avait 20 ans en 1825, Louise Bertin, et oui, elle était née le 15 février 1805, donc au tout début du Premier Empire, dans cette fameuse propriété, là, les Roches, à Bièvre, dans un grand jardin. C'est Victor Hugo qui, dans un poème des Feuilles d'automne, qui s'appelle Bièvre, et qui est dédié à Mademoiselle Louise B, vous avez compris de qui on parle, voici ce qu'il nous dit, Hugo. Oui, c'est bien le vallon calme et sombre. Ici, l'été plus frais s'épanouit à l'ombre. Ici durent longtemps les fleurs qui durent peu. Une rivière au fond, des bois sur les deux pentes, là des ormeaux brodés de 100 vignes grimpantes, et pour couronnement à ces collines vertes, les profondeurs du ciel toutes grandes ouvertes.
Le père de Louise Bertin, c'est le célèbre François Bertin. Je dis célèbre parce qu'il a été rendu célébrissime, même par l'une des toiles les plus connues du grand peintre Ingres. Le portrait de François Bertin, futur directeur du journal des débats, qui a les mains sur les genoux, là, ce portrait massif et un peu intimidant, disons-le. Eh bien, le François Bertin en question, c'est le père de Louise. Le journal est un journal constitutionnaliste, comme on disait à l'époque. Il prône une forme de libéralisme. En tout cas, il est favorable à la monarchie constitutionnelle. Et parmi les auteurs, on trouve néanmoins un légitimiste pur et dur comme Chateaubriand. Un salon littéraire s'est créé autour de François Bertin. Et c'est là que Louise va trouver le goût de la poésie, de l'écriture, et avec deux frères aînés, elle va essayer de surmonter ce qui est le grand handicap de son existence, une malformation de naissance à la suite de la polio. Elle a contracté très jeune la poliomyélite, et toute sa vie d'ailleurs, elle se déplacera avec des béquilles. Sa mère c'est Geneviève Bertin, c'est une pianiste, alors pianiste de salon. Elle aura certainement été le premier professeur de Louise, qui acquiert une bonne technique. Les invités sont sous le charme, dont Victor Hugo, bien sûr. Et si vous êtes là, vous dont la main de flamme fait parler au clavier ma langue de votre âme. Ça, c'est toujours dans le poème de Bièvre. Et puis, il y a donc ce grand théoricien, François-Joseph Fétis, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, celui qui détestait la symphonie fantastique de Berlioz, qui va s'éprendre de la voix de contralto de cette jeune fille qui va peu à peu se perfectionner. Elle acquiert les rudiments du contrepoint, de l'harmonie, avec sa forte personnalité néanmoins, cette espèce d'originalité qui va faire qu'elle est toujours différente. Le handicap dont elle souffre rend ses déplacements à l'opéra un peu difficiles, mais c'est pas ce qui va la dissuader, Louise Bertin. Non, pas du tout. Elle se lance dans l'aventure, elle y va, toute voile dehors. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez compris que Victor Hugo connaît bien François Bertin, et pour cause, il écrit dans le journal des débats, bien sûr, et à partir de 1828, la famille Hugo est invitée à passer une partie de ses étés dans la belle propriété de Bièvre, aux Roches. C'est l'époque où va paraître Notre-Dame de Paris, 16 mars 1831, la parution de Notre-Dame. Hugo en adresse à Louise un des premiers exemplaires, et voilà la dédicace qu'il lui fait. À l'auteur de Fausto, hommage et respectueuse admiration. Vous voyez quand même, voici ce qu'écrivent aux éditions de La Tour dans Louise Bertin, compositrice amie de Victor Hugo, Michel Friand et Pierrette Germain. Ils pointent le fait que les deux artistes partagent une espèce d'aversion du classicisme et un grand goût non seulement du néogotisme, mais bien sûr du romantisme. Bon, la différence, c'est qu'Hugo est déjà un poète très reconnu. Il est l'auteur d'Hernani en 30, de Marion Delorme, du Roi s'amuse. D'ailleurs, le Roi s'amuse interdit à sa création au Théâtre Français en 1832. Louise, elle, est encore à ses débuts. Elle demande à Hugo de lui tirer un livret de Notre-Dame et par amitié, par reconnaissance envers le père, Hugo s'exécute. Les échanges sur la teneur du livret se font par lettres, par billets rapides, et puis au cours des fameux séjours de la famille Hugo aux Roches. Voici ce qu'écrit à Louise le 30 octobre 1832 un Victor Hugo décidément conquis. Il y a une famille qui est heureuse et qui est bonne, et que je porte dans mon cœur, c'est la vôtre. Je donnerai le reste du monde pour les Roches, et le reste des hommes pour votre famille. Non, vous voyez jusqu'où ça peut aller quand même. Et on comprend que Louise s'implique de son côté dans un projet qui promet tellement. Hugo, lui, est un petit peu moins impliqué, il faut bien le dire. Le livret contient un avant-propos de Hugo qui précise que l'action et les caractères du roman ont été passablement modifiés pour le livret, notamment le rôle de Phébus, le capitaine buveur qui devient l'amant passionné d'Esmeralda. Il fallait bien faire de l'opéra, qu'est-ce que vous voulez. Les blessures infligées au texte initial ne sont pas du goût de Louise, nous dit Jérémy Bigori qui a préparé cette émission, mais Hugo qui contrebalance cette simplification de l'intrigue par une grande variété et liberté de versification l'encourage. Mes rimes sont les très humbles servantes de vos notes. Voici de la grosse toile, couvrez-la d'arabesques d'or. Même dans ces petites indications, Hugo est grandiose, qu'est-ce que vous voulez. Esmeralda est donc écrit pour un soprane, Cornélie Falcon.
Phébus pour un ténor, Quasimodo pour un ténor aussi, d'ailleurs, qui sera Adolphe Nourry en personne. Et puis Frollo pour une basse, bien sûr. Le chœur assume les truands, les mendiants, toute la cour des miracles, bien sûr. L'opéra est hyper romantique. Le titre, c'est La Esmeralda. On écarte la cathédrale au profit de la gitane. Tout est dit, on est déjà dans l'inspiration Bizet-Mérimée, si je puis dire. La propension de Hugo pour certains personnages qui sont des archétypes, évidemment, notamment son goût pour ce qu'on appelle la tératologie, c'est-à-dire le goût des monstres, sa compassion pour les proscrits, bref, tout est là. C'est Berlioz qui est chargé de diriger les répétitions et les représentations publiques, parce que, évidemment, Louise, encore une fois, avec son handicap, ne peut pas trop se déplacer, encore moins s'agiter derrière un pupitre pendant des heures. Le fait que cet opéra soit l'œuvre d'une femme suscite évidemment beaucoup de préjugés. Vous imaginez, on n'a pas envie de l'applaudir. La basse, Nicolas Prosper Levasseur, c'est donc qui joue le rôle de Frollo, se dit gêné par la décision de la censure qui a rayé de la partition le mot prêtre, et donc il est devenu un magistrat. Ah bon ? Il ne faut pas oublier l'époque. La raison, c'est qu'un homme d'église ne peut évidemment pas afficher le comportement qui est celui de Frollo, en tout cas pas sur une scène devant un public. Bref, la liberté de la presse, certes, a été restaurée en 1830, mais il y a encore beaucoup de restrictions, et d'autant plus que, entre-temps, il y a eu l'attentat de Fieschi qui a entraîné les fameuses lois scélérates. L'attentat date de juillet 1835, a tenté d'assassiner le roi Louis-Philippe, alors qu'il se rendait pour la commémoration des Trois Glorieuses à la Bastille, enfin sur la place de la Bastille. La machine infernale a loupé sa cible, c'est vrai, mais elle a quand même fait 18 morts et surtout, elle a poussé le régime à se durcir d'un seul coup. Tout ça va avoir des conséquences sur l'art, que voulez-vous, et notamment sur l'œuvre de Louise Bertin. Franck Ferrand sur Radio Classique. La première représentation de cette Esmeralda a lieu le 14 novembre 1836 et c'est plutôt un succès. Dans la Gazette musicale, Berlioz note l'abondance des scènes tristes mais un intérêt dramatique et de beaux décors. Ça n'est pas très gentil pour la compositrice, ça, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, bref. Il faut dire que les représentations suivantes vont susciter de l'hostilité du fait tout simplement du nom de famille de la compositrice. Parce que ce début du règne de Louis-Philippe marque des oppositions politiques très fortes. Vous avez l'opposition qui réunit les républicains, les bonapartistes, les partisans des Bourbons. Tous ces gens-là trouvent des relais dans la presse, ce qui provoque toutes les agitations dont je vous ai parlé. Et le journal des débats qui est, si vous voulez, un peu l'organe officiel, qui est l'organe de la haute bourgeoisie constitutionnelle, qui défend le pouvoir de Louis-Philippe, ce journal déplaît à une grande partie de l'opinion, et donc François Bertin déplaît, et donc Louise Bertin déplaît, et donc Esmeralda en fait de même. Voici un article des Cancans de l'Opéra en 1836. Voilà la fin de l'article. Cet opéra, qui aurait pu espérer un accueil plus favorable des spectateurs sans prétention, a été sifflé et resifflé 6 fois par un petit auditoire d'ennemis toujours plus fort dans la salle que les nombreux amis des auteurs. Maintenant, lorsque l'on veut désigner une pièce ennuyeuse, incapable d'affronter les orages de la représentation, vous entendrez dire « cela est esméraldien ». Vous voyez jusqu'où on va quand même. Le directeur de l'opéra voudrait une version un peu raccourcie. Et puis il y a la superstition de scène. Vous savez, l'opéra se termine par le mot fatalité. C'est pas bon, ça. Et c'est vrai qu'on va voir des malheurs s'abattre sur ceux qui ont participé à cette grande production. Cornélie Falcon va carrément perdre sa voix, vous imaginez. Adolphe Nourry, ça vous savez, va se suicider du haut de sa terrasse. Il y a un navire qui s'appelait justement Esmeralda qui va disparaître corps et biens entre l'Angleterre et l'Irlande. On commence à se poser des questions quant au duc d'Orléans qui a nommé une jument de Grand Prix qu'il avait Esmeralda. Eh bien, le duc d'Orléans, il va subir mauvaise fortune, vous vous rappelez, à la barrière des Ternes, bien sûr, et mourir. Louise abandonne le théâtre après Esmeralda et va s'orienter vers des genres musicaux moins ambitieux, vers la poésie. Elle complète des pièces pour piano, dont un recueil de 6 ballades. Ces poèmes vont paraître en 2 publications, Glane et Nouvelle Glane. Alors là, on est beaucoup plus tard, juste avant et juste après le Second Empire. Et quand Louise prévient Hugo de l'apparition de Glane, voici ce que répond Hugo. Il est toujours bienveillant. Vous allez donc nous donner, mademoiselle, ces vers que je désirais tant lire après vous avoir entendu chanter quelques-uns qui étaient si beaux.
Le manuscrit, si jalousement fermé à clé, va devenir un livre qui sera à nous, que nous pourrons ouvrir à toute heure et où nous pourrons, sans votre permission, penser de votre pensée et vivre de votre esprit. Les poèmes des deux recueils traduisent en images un petit peu trop recherchées peut-être le bonheur, l'extase de l'âme devant la beauté des paysages et sa reconnaissance envers Dieu. « Offrons tout au Seigneur », écrit Louise Bertin, « et de notre javel ne soyons pas humiliés. Tous ces épis épars à la gerbe éternelle, par l'amour seront reliés. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Et après une lecture de Glane, Victor Hugo écrit « Votre pensée parle deux langues, la poésie et la musique. Dans toutes les deux, elle est admirable. » Et puis il y a un peu de distance qui va s'établir, les lettres s'espacent, Louise semble un peu plus demandeur, mais Victor Hugo est devenu un géant, que voulez-vous ? Il aime surtout à se laisser glisser sur la pente de la nostalgie en évoquant les jours heureux, comme dans ce billet « Le doux et charmant passé reparaît, les roches, les fleurs, la musique, votre père, nos enfants, nos jeunesses. Vous avez là-bas quelque chose de mon âme. » Mais c'est pas ce qu'elle aurait voulu lire, elle, bien entendu. À la mort de Léopoldine, il lui a adressé ces mots « Je vous écris dans le désespoir, mais cela me soulage. Vous êtes si bonne, vous avez l'âme si haute, vous me comprendrez, n'est-ce pas? Moi, je vous aime du fond du cœur et, quand je souffre, je viens à vous. » C'est un bel hommage, me direz-vous. Au cours des dernières années, Louise va avoir tendance à s'isoler. Elle est toujours aux Roches, en tout cas à la belle saison. Elle vit le reste du temps à Paris, entre sa musique, sa poésie, avec de plus en plus de spiritualité. Vous avez compris qu'elle se donne à la religion et elle s'éteindra dans cette religion à Paris le 27 avril 1877. Ses obsèques auront lieu à l'église Saint-Germain-des-Prés et puis on l'enterrera au cimetière du Père-Lachaise où vous pouvez encore aller lui rendre visite. Vous écoutez Radio Classique.